Merci beaucoup pour ce plaidoyer extrêmement tonique qu'on discutera. Pour compléter, je vais donner la parole à Bruno Della Porta qui est néphrologue et docteur en éthique et philosophe aussi, je crois. Enfin, tout. En tout cas, qui va peut-être prendre le relais, compléter cet aspect de l'éthique du soin aux proches, au prochain, à celui qui est tout près de nous, mais aussi de l'élargir et de l'élargir jusqu'où il va nous le dire. Merci beaucoup. J'ai le son, là. Ouais, j'ai plus beaucoup de voix. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à Marie-Elisabeth. Donc, j'avais donné un titre il y a quelques mois, mais je ne savais pas ce qu'il allait se dire ce matin ni maintenant, donc je vais changer complètement. Et je vais tenir compte des topos sur l'autonomie et puis tenir compte des topos sur la reconnaissance réciproque. Donc, le titre que je vais donner, ça va être logique d'équivalence, logique de surabondance. Comment je sais quand il reste plus que 5 minutes? Ça apparaît où? Ça apparaît là-bas? D'accord. Parce que comme je ne sais pas où je vais exactement, il faut que je le sache vraiment. Et vous le bougez bien pour que je le voie, parce que... Donc, en fait, aujourd'hui, donc je vais partir du soin. On va partir du soin. À l'hôpital, en fait, vous voyez que le soin s'effondre, les infirmières partent, l'hôpital ne va pas bien. La société est en multicrise, il y a l'Ukraine, il y a l'énergie, la civilisation ne va pas bien non plus. Et en réalité, je voudrais re-questionner ça à partir de deux concepts complètement assez particuliers, qu'on va dire équivalence et surabondance. L'hôpital, ça va pas bien, il y a une standardisation des pratiques de plus en plus envahissante, des indicateurs, des normes, des protocoles. Les soignants ressentent un profond désenchantement parce qu'ils perdent le sens de leur vocation humaine. Et puis donc, on va voir qu'il y a quelque chose peut-être qui est perdu à l'hôpital et qui explique ça. Donc, j'ai introduit mes deux notions d'équivalence et surabondance qui vont me servir à repenser ce qu'on a dit, à faire une proposition. Et notamment, je vais, par le détour, me poser la question de savoir si l'autonomie, c'est pas un rayonnement fossile, en fait. C'est pas un truc qu'il faut reconsidérer. Alors, la logique d'équivalence, dans mon lexique, ça va être dans l'économie. Je te donne ceci, tu me donnes cela. Je te donne 1 euro, tu me donnes une baguette de pain, je te donne 200 euros, tu me donnes un smartphone. Et l'équivalence, dans l'économie, vise le profit. La logique d'équivalence, c'est aussi la justice. Dans la justice, vous avez une faute et une sanction. Il y a équivalence entre les deux. Sur le marché, quand vous achetez vos légumes, il y a donc une équivalence avec la balance entre le poids et l'achat. Et dans la justice, il y a aussi une balance. Et on dit d'ailleurs que le juge pèse sa décision. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, à l'hôpital, on peut se demander s'il n'y a pas un excès de logique d'équivalence et un déficit de logique de surabondance. En fait, à l'hôpital, vous voyez, vous avez la T2A, une équivalence entre ce que vous produisez et ce que vous avez comme argent. Il y a ensuite la DMA qui arrive en psychiatrie, hein, qui est une T2A de psychiatrie. Il y a également la loi Kuster qui a introduit notamment le prestataire de service et l'usager. Donc c'est un contrat juridique, un contrat d'équivalence qui s'insinue dans les mailles de la relation de soins, pour de bonnes raisons, hein, mais qui, lorsque ça devient hégémonique, pose un problème. Vous avez également le droit. Il y a comme ça une tendance à mettre du contrat, à mettre de l'équivalence marchande et monétaire. Et puis en fait, à l'hôpital, on s'aperçoit quand on observe les soignants qui sont des grands résistants, en fait. La standardisation des pratiques est tenue par deux puissants moteurs. Il y a un moteur qui est la rationalité néolibérale, on cherche à augmenter les rendements, à industrialiser. Et puis un deuxième moteur qui est en fait la gestion du risque. On sécurise comme dans une industrie qui produit des avions, pour de bonnes raisons, hein, mais cette sécurisation aboutit pratiquement à un nihilisme. Et finalement, on s'aperçoit que les soignants, sans le savoir, en fait, souffrent de cette pathologie d'équivalence, cet excès d'équivalence, mais en même temps, ils défendent des territoires d'hospitalité, des territoires de générosité, ils sont dans des valeurs du soin, ils défendent une valeur forte de la démocratie, et ils défendent des circulations de dons et contre-dons. Il n'y a pas que de l'économie monétaire, il y a de l'économie du don et contre-don. Donc je voudrais faire une deuxième... Voilà, je m'étouffe parce que j'ai la voix complètement cassée, je suis désolé. Il faut que je prenne le micro très proche. Ou vous montez un peu le son là-haut si vous pouvez. Et donc, le truc, c'est que quand on observe l'économie don et contre-don, en fait, il faut se référer à Marcel Mauss, 1924, Essai sur le don. Et Marcel Mauss fait des études en Amérique du Nord avec Boas, en Mélanésie avec Malinowski.
Et il montre en fait que l'économie de don et contre-don, la logique de surabondance, que je n'ai pas encore définie d'ailleurs, et donc je repars, ma logique d'équivalence, il y a une autre logique, Paul Ricoeur dit qu'il y a une autre logique qui s'appelle la logique de surabondance. La logique de surabondance, c'est pas je te donne pour que tu te donnes quelque chose, c'est puisque j'ai reçu, je donne. La logique de surabondance, elle donne juste par gratuité, par gratitude. Vous croisez des amis un après-midi, ils vous invitent à déjeuner à prendre un thé dans le jardin, vous les croisez 3 semaines après, vous leur offrez quelque chose, mais c'est juste comme ça, il n'y a pas de calcul particulier. Donc en fait, Paul Ricoeur dit que la logique de surabondance est liée au fait... Non, j'ai bien peu d'eau. Il dit que la logique de surabondance s'origine dans le fait que l'on est né. Elle est liée à la naissance. Quand on naît, on reçoit quelque chose d'incroyable, on reçoit la vie, on reçoit quelque chose d'incommensurable, et donc on est poussé à rendre. C'est une logique de la restitution, et il appelle ça l'économie de la dette de naissance, c'est-à-dire du fait qu'on est né. On n'est pas dans l'économie monétaire, mais on est dans l'économie du don et contre-don, qui est liée à la source première, qui est le fait qu'on a reçu avant de demander à l'équivalence quelque chose. Et il dit que ça atteint donc l'économie, et que ça atteint également la justice. Dans la justice, il y a équivalence, et par contre, il y a une rupture d'équivalence dans le pardon. Le pardon, c'est une rupture d'équivalence. C'est-à-dire qu'on laisse tomber l'équivalence de la faute et de la sanction, et on pose les valises, on repart sur quelque chose de neuf, il y a un acte neuf, il y a une naissance. Et donc, ces deux logiques s'opposent, et finalement, il est possible que l'économie de la dot de naissance soit la source première, et non pas la logique d'équivalence. Donc, j'en étais au fait que Marcel Mauss, dans son essai sur le don, en 1924, par exemple, va explorer les îles Trobriand, c'est en Mélanésie, ce sont des archipels d'îles, et il montre en fait qu'il y a deux économies. Il y a l'économie marchande et il y a l'économie du don et contre-don. Il fait un travail sur le don, sur l'hospitalité, parce que l'hospitalité c'est un don, l'hospitalité se donne, et donc il étudie les pirogues qui vont d'île en île, et quand une pirogue arrive quelque part pour faire du troc, de l'économie marchande, elle est accueillie par des festivités d'hospitalité. C'est-à-dire que les personnes qui accueillent commencent par donner, ceux qui arrivent, des bracelets, des colliers, ceux qui arrivent donnent en retour, et Marcel Mauss dit qu'il y a une obligation de donner, de recevoir et de rendre. Et en fait, cette obligation de donner, de recevoir et de rendre n'est absolument pas gnangnan, c'est pas catho, c'est pas pour être gentil, c'est quelque chose d'anthropologique. Et donc, cette circulation a pour but de créer un pacte, une alliance, une reconnaissance réciproque entre ceux qui donnent et ceux qui restituent ce qu'ils ont retrouvé. Et Marcel Mauss dit qu'en fait, cette circulation repousse la violence. Et donc, dans ces îles, circulent deux choses, des circulations d'économie monétaire et des circulations de dons entre toutes les îles. C'est un grand maillage. Et ça s'origine dans le fait que l'économie du don est première dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il voit des peuples chasseurs-cueilleurs, quoi, finalement, avant le néolithique. Elle est première, elle est la source, en fait. La source, c'est l'économie du don. Les canalisations, c'est l'économie d'équivalence. Et donc, pour Marcel Mauss, c'est assez fondateur. Et quand on regarde les infirmières, cette semaine, je voyais une infirmière, parce que je pensais à ça, et j'observais quand elle accueillait une personne dans le service. Moi, je travaille en dialyse, je suis néphrologue, donc il y avait une personne psychotique, qui avait une PHC, qui pétait les plombs assez souvent, et qui arrivait. Donc, et quand je voyais l'infirmière, c'est marrant, parce qu'elle décrit toute la cérémonie d'hospitalité, toute la cérémonie de don, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, elle travaille pour avoir un salaire, bien sûr, elle est soumise à des contrats, des protocoles, etc. Mais ce n'est pas ça sa vocation. Elle n'a pas choisi la médecine pour se retrouver dans des réductions d'effectifs et des accélérations chronométriques. Et donc, d'abord, qu'est-ce qu'elle faisait? On voyait bien l'hospitalité. D'abord, elle rend le monde habitable pour celles qu'elle accueille. C'est-à-dire qu'elle installe le générateur, elle installe la télé, elle sait parfaitement comment ajuster son territoire, elle rend le monde habitable, et puis elle fait rentrer l'étranger qui est dehors, dedans. Alors bien sûr, la malade n'est pas une étrangère, mais la maladie crée quand même une étrangeté. C'est-à-dire qu'elle a une étrangeté de la maladie mentale, l'étrangeté de la dialyse, la fistule, l'haleine, etc. C'est quand même une figure dans laquelle la maladie l'a rendue étrangère à elle-même, étrangère aux autres, a émietté son identité, quoi. Donc c'est quand même un accueil d'une étrangeté ou d'une altérité. Donc elle la fait rentrer dedans. Et puis ensuite, on voit que la personne malade donne quelque chose. Elle donne sa vulnérabilité, elle donne une souffrance
qui est accueilli par l'infirmière et qui, par un geste de retour, donne des soins, de l'attention, des égards et des soins kinétiques. Il se crée une relation comme ça entre les deux et ça fabrique du lien. Et de la reconnaissance réciproque. Donc c'est intéressant de voir que cette circulation existe également à l'hôpital et que finalement les soignants résistent en tenant la source mais sans vraiment la nommer. Et cette circulation de don et contre-don, c'est intéressant parce que ça crée finalement de la reconnaissance réciproque, dans le sens fort du terme, quoi. Ça crée de l'identité commune, ça crée un sentiment de coappartenance et finalement c'est là où est le cœur du soin. Donc, cette économie de don et contre-don, on la voit dans l'anthropologie, on la voit aussi dans la Grèce antique. Chez les Grecs, en fait, l'hospitalité était une valeur première. C'est-à-dire qu'un Grec, quand il voyait passer un étranger, il ne demandait même pas le prénom, même pas le nom, il déposait les armes, il donnait, il accueillait, l'autre rendait, etc. Pour un Grec, un monde civilisé, c'est un monde où se pratique l'hospitalité. Et d'ailleurs, dans l'Odyssée, l'Iliade, Homère, etc., et avec Ulysse, on voit très bien que toutes les fois où les protocoles d'hospitalité sont pervertis, ça retarde son retour, et toutes les fois où le protocole d'hospitalité est bien fait, ça favorise son retour. Et puis, l'économie du don et contre-don, en fait, on la voit, elle est première, en fait. On la voit également dans la Bible. Abraham, par exemple, qui est le père des monothéismes, en fait, il devient père quand il accueille 3 étrangers sous l'arbre du Mambré, et en fait, par un geste de retour, Dieu transforme Sarah, qui était stérile, il la transforme en fertile, on va dire, et puis il dit que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et quand on regarde bien, dans la Bible, il y a pas mal de trucs sur l'étranger, l'accueil, le don contre don. Par exemple, j'ai été étranger, tu m'as accueilli, Matthieu, ou alors dans la lettre aux Hébreux, il y a un truc... j'ai oublié, qui pratique l'hospitalité, loge sans savoir des anges, un truc comme ça. Et puis quand on prend même les évangiles, on s'aperçoit que tout est une dichotomie entre logique d'équivalence et logique de surabondance. En fait, c'est ça qui distingue les deux logiques. Par exemple, il y a le petit grain de sénévé qui devient un grand arbre où se mettent tous les oiseaux du ciel. Il y a une grande surabondance qui apparaît. C'est aussi plein de textes que je n'ai pas en tête, mais par exemple, si tu invites quelqu'un chez toi, ne convie ni ton frère, ni ton ami, ni ton parent, ni ton riche voisin, de peur qu'il t'invite à son tour et de peur qu'il te rende l'appareil, qu'il rende le même, l'équivalence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit ces textes, on s'aperçoit que la rupture d'équivalence, c'est la fine pointe de l'humanité. C'est-à-dire que la fine pointe de l'humanité, ce n'est pas l'autonomie. La fine pointe de l'humanité, c'est cette logique d'extravagance, cette logique de surplus qui permet de sortir de la logique d'équivalence. D'ailleurs, quand on pense à hôpital, vous savez que c'est une racine commune avec hospitalité. Et la parabole du bon samaritain, en fait, c'est l'ancêtre de l'hôpital. C'est de là que viennent les charités, les hôtels-dieux, les hospices, etc. Et en fait, on n'a pas le temps de le faire, mais si vous reprenez la parabole, c'est très simple. Il y a les pas bons, c'est les logiques d'équivalence, les bons, c'est les logiques de surabondance. C'est-à-dire qu'il y a un type qui s'est pété la gueule, ou je sais pas trop, dans le fossé, un prêtre et un lévite qui passent, ce sont les représentants de la loi, du dogme, de l'équivalence, ils restent à distance. Et puis en revanche, il y a un samaritain qui est un étranger par rapport aux juifs, qui se rapproche, qui réinvente sa conduite, qui donne du temps, qui donne de l'argent, qui fait là. Et finalement, il y a cette logique du soin, de la surabondance, qui se met en place. Et en fait, le fondement du soin, même dans les textes anthropologiques, est plutôt basé là-dessus. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, quand on regarde le Covid, c'était assez étonnant. Dans mon service, en dialyse, la mortalité était extrêmement forte. 25%, on avait le record de France en mortalité en dialyse. Donc on a pris des protections, etc. Et les personnes étaient très âgées, très délabrées, elles n'étaient pas acceptées en réanimation. Donc ça mourait de tous les côtés. Au début, c'était la catastrophe. Je vois l'équipe, par exemple, s'est mobilisée, mais contre l'équivalence. Elle s'est mobilisée juste de façon anthropologique. C'est-à-dire qu'on a ouvert une unité Covid. Je ne parle pas de moi, je parle de l'établissement. Hein. Ouvert une unité Covid. Les médecins ont travaillé la nuit pour la biblio, essayer de comprendre. Ils donnaient de leur temps, mais ils n'avaient absolument pas demandé à la direction d'avoir un salaire. Et puis, ils ont pris des risques. On a des néphrologues qui sont morts. Ils ont accueilli, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont répondu de leur vocation médicale.
Et ce qui est étonnant, c'est que, alors qu'ils étaient épuisés, stressés, angoissés, le sens de leur vocation était revenu. C'est-à-dire que, en fait, la chronométrie leur posait aucun problème. Ils ne parlaient plus du fait que tout s'accélérait. Ils retrouvaient le sens de leur pratique, quoi. C'était assez étonnant. Et d'ailleurs, quand on voit le problème de l'hôpital aujourd'hui, vous avez un hôpital qui va pas bien, déconsidéré, le Covid qui arrive, et puis d'un coup une mobilisation, les valeurs du soin qui habituellement sont dévalorisées repassent au premier plan, les soignants sont applaudis tous les soirs, le CARE est applaudi, quoi. Donc ils sentent quand même une reconnaissance réciproque, reconnaissance pas interpersonnelle, mais reconnaissance par rapport à la production d'objets de soins auxquels ils contribuent socialement tous ensemble, quoi. Ils ont besoin d'avoir un sens dans la société. Donc ils sont comme ça considérés. Et puis finalement, après le Covid, les choses n'arrivent pas. Et puis finalement, les infirmières se vaccinent qu'à moitié et elles sont stigmatisées du style vous ne faites pas bien, etc. Et puis là, maintenant, on sent que ça ne va pas du tout. Mais le Covid montre bien que les valeurs du soin, à ce moment-là, étaient des vraies valeurs de la démocratie et que cette économie du don et contre-don avait un sens dans la vocation, qu'il y avait quelque chose d'assez fort là-dedans. Voilà, donc ensuite, je voudrais juste élargir sur la société. En fait, il est possible que notre société, aujourd'hui, ait une pathologie de l'équivalence. Alors, on l'a à l'hôpital, on l'a dit, la T2A, la loi Kouchner. Et encore une fois, je ne disqualifie pas l'équivalence. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut une tension féconde entre la vérité du sens de la surabondance et l'exactitude de l'équivalence. Mais il ne faut pas inverser les points d'appui. C'est-à-dire que ce qui est premier, c'est la vérité du sens. Après, qu'on mette des normes, des indicateurs, des protocoles, tant mieux. Mais s'il y a une hégémonie de la calculabilité généralisée, on perd la source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aménage les canalisations à l'hôpital, mais on ne libère plus la source. Il faut libérer la source. Et elle est plus dans la surabondance que dans l'équivalence. Donc l'hôpital a une pathologie de l'équivalence. Et puis, de façon plus importante, on s'aperçoit qu'au niveau sociétal aussi. Par exemple, on a transformé l'hospitalité en Airbnb. Airbnb, c'est je te donne mon appart, tu me files de l'argent et j'essaie de récupérer du profit. Quand on voit la crise des migrants, qui ne sont pas d'ailleurs des migrants, qui sont des réfugiés politiques, je crois qu'entre 2015 et 2022, on est 500 millions d'Européens, ou 540 millions d'Européens. Je crois que ça a représenté en 7 ans 1% de la population. Alors l'affaire est complexe, je ne porte pas de jugement politique, mais je veux dire, pour un Grec, ça aurait été impensable c'est-à-dire qu'il y a eu 0,2% de personnes qui sont arrivées, et on n'a finalement pas du tout répondu à l'hospitalité, en sachant qu'ils ont passé... Et même, on voit en France, on a fait même moins que de 0,2%, et après on stigmatise les gens qui ont l'AME, l'aide médicale d'État, en disant, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même une certain rapport à l'équivalence qui est particulière. Même au niveau, si on élargit, même au niveau de la planète, on a une pathologie de l'équivalence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que probablement, elle vient du fait qu'on ne sait plus reconnaître qu'il nous a été donné. On pense qu'on est le point de départ, qu'on est autonome, qu'on est le point de départ, on est le point d'arrivée. En réalité, on ne sait plus reconnaître qu'il nous a été donné. Et donc, regardez le PIB, par exemple. Vous savez qu'il y a une croissance, on veut la croissance, la terre souffre, la biodiversité s'érode, la pollution augmente, le climat chauffe. En réalité, le PIB, on tient compte de ce que l'homme fabrique, mais on ne tient pas compte de ce qu'il nous est donné. Et en fait, il nous a donné 1000 fois plus que ce qu'on fabrique. C'est-à-dire qu'on reçoit de l'oxygène, des nutriments, la beauté du monde, les terres rares, etc. Mais ça, on ne tient pas compte. On ne tient compte que de l'équivalence, sans tenir compte de la surabondance, etc. Et puis d'ailleurs, même quand on prend Jean-Jacques Rousseau, dans le rapport au temps, on s'aperçoit qu'il y a une pathologie de l'équivalence, parce que le contrat social être autonome, c'est « je suis souverain, parce que je suis le point de départ, je tiens le commencement, et donc je tiens l'arrivée, je m'autodétermine. » Mais on ne reconnaît pas ce qui nous a été donné. C'est-à-dire que moi, si je suis ici, c'est que quand j'étais enfant, j'ai été aimé, j'ai reçu. C'est ce que disait d'ailleurs ce matin sur la naissance. On commence par recevoir avant de... Et j'ai été aimé, j'ai été éduqué, j'ai été soigné quand j'étais malade, etc. J'ai reçu. Donc après, je restitue quelque chose en venant ici, en étant très heureux de venir. Mais je ne suis pas dans une équivalence, c'est simplement que je suis joyeux de me déplacer. Et puis donc, voilà. Donc, il y en a une civilisation qui probablement ne sait plus reconnaître la source surabondante. Et la logique de surabondance, en fait, vient par-dessus le marché. C'est Ricoeur qui dit ça, elle est jolie cette expression, elle vient par-dessus le marché, quoi. Elle est première, quoi. Elle est fondatrice. D'ailleurs, dans le vivant, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais si vous prenez les 5 minutes, ok.
Je vais aller vite sur le vivant. Darwin, la prédation, le struggle for life. En fait, on sait maintenant que ce sont les symbioses qui sont premières. Les coopérations, il y a des dons contre dons. Moi, je suis habité de mitochondries. Mitochondries, c'est de l'endosymbiose. Ce sont des bactéries qui vont coloniser. J'ai plus de symbiose que de prédation. Le microbiote sont quand même des bactéries qu'on héberge. Elles sont 10 fois plus nombreuses. Elles pèsent 1,5 kg. Il y a beaucoup plus de gènes que ce qu'on est. Donc, en fait, moi, je suis habité par des écosystèmes. Je suis un écosystème qui habite d'autres écosystèmes. Et on voit qu'en réalité, sur la planète, en termes écologiques, là, on a une pathologie d'équivalence dans le sens où la logique d'équivalence, c'est une logique d'hospitalité et c'est une logique d'habitabilité commune, en fait. C'est une logique d'habitabilité. C'est-à-dire que la vraie question, c'est comment cohabiter, comment reconnaître que nous sommes interdépendants, non pas qu'entre humains et non-humains, mais de façon beaucoup plus vaste. Et puis, c'est donc reconnaître aussi que probablement les valeurs du soin sont... Si on les théorise philosophiquement, c'est-à-dire les valeurs du soin en termes de responsabilité à l'égard de la vulnérabilité, ces valeurs du soin, on peut les élargir aux vivants. La responsabilité à l'égard du patient vulnérable a quelque chose à nous dire de la vulnérabilité, notre responsabilité à l'égard des écosystèmes vulnérables. L'économie du don et contre-don peut s'élargir effectivement ensemble. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant votre intervention à deux, parce qu'on voit qu'en fait, avec la loi Kouchner, qu'est-ce qui s'est passé ? L'autonomie, Rousseau, Kant, 1947, le code de Nuremberg, 64, Helsinki, l'autonomie. Ensuite, on passe du paternalisme médical à Kouchner avec l'autonomie du patient. Et puis, maintenant, 20 ans après, on s'aperçoit que c'est la reconnaissance réciproque. Ce n'est pas l'autonomie comme pure leurre d'être autosuffisant, c'est en fait une circulation de dons et contre-dons qui font qu'il y a reconnaissance réciproque, et c'est ça la vraie valeur. Et cette valeur, il faut probablement l'élargir avec la reconnaissance réciproque entre humains et non-humains, parce que c'est là que se trouve la source. Donc je pense que l'autonomie, c'est un rayonnement fossile, c'est-à-dire que c'est l'ancien monde, l'éthique médicale est basée là-dessus, on la tartine partout, toutes les thèses sont sur l'autonomie, mais je pense réellement que le concept ne va pas, parce qu'il est polysémique. Est-ce qu'on parle de l'autarcie? Est-ce qu'on parle de l'autonomie comme Kant? Est-ce qu'on parle de l'autocréation de la personne? Parce que tout à l'heure, vous parliez d'une espèce de subjectivation un peu à la Canguilhem, du style qu'on réinvente une autre allure de la vie. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je vous remercie.